Grégory Schmitt, bonjour. Bonjour Sacha. Merci d'être là dans le studio 156. Il y a évidemment, quand on connaît votre métier, celui de légiste, une première question qui brûle les lèvres. Comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser de près finalement à la mort et à vouloir, pardon de caricaturer, mais disséquer des corps? Est-ce que c'est une passion qui naît très tôt ou est-ce que c'est une envie qui arrive au fur et à mesure des études? Pour ma part, en tout cas, moi, c'est vraiment une passion qui est apparue pendant mes études, tout simplement parce que j'ai commencé mes études de médecine en 2000. Et en 2000, on ne parlait pas encore tant que ça de la médecine légale. Il n'y avait pas encore le boom des experts, il n'y avait pas encore la boxomania comme il existe maintenant. Donc voilà, la médecine légale, ce n'était pas encore quelque chose qui était très populaire. Pour la petite histoire, j'ai commencé mes études de médecine parce que je voulais à la base être vétérinaire. Mais pour être vétérinaire en Belgique francophone, il faut aller à Liège. Je ne sais pas pourquoi la ville de Liège, je ne la connaissais pas bien, donc ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'est un Liégeois, tu dis ça, un Liégeois, ça démarre très très mal. Je sais, mais voilà. Moi, en tout cas, la ville, j'avais pas trop envie d'y aller. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui ressemble le plus à la médecine vétérinaire? Je me suis dit, bon, c'est la médecine, il n'y a que la bête qui change, tout compte fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la médecine. Et la médecine légale, c'est venu petit à petit pendant mon cursus de médecine. J'ai eu les cours de médecine légale et là, je me suis dit, bon, allez, c'est pour moi, go, j'y vais. Tu as fait tes études où finalement alors? Donc, moi, j'ai fait mes premières années à Namur, mais là, il ne faisait que les 3 premières années. Et après, j'ai été à l'UCL. Donc, tu t'es un peu rattrapé. Je suis né à Liège, j'ai vécu à Namur, donc ça va. Ok, on va oublier l'histoire géographique, ce petit différent qu'on va mettre de côté. Ce qui est intéressant dans cette passion, c'est qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect médecine, mais il y a l'aspect légal. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré justement dans ces 2 aspects-là? C'est l'aspect très diversifié. Donc, on pense parfois que le médecin légiste, ça va être un vieux monsieur dans un frigo qui va ouvrir des corps du matin au soir. C'est pas ça du tout. On a beaucoup de patients vivants parce que la médecine légale, c'est pas la médecine de la mort, c'est la médecine de la justice. Et du coup, dès que la justice a besoin d'un avis médical, elle va faire appel à un médecin légiste. Et donc, une personne qui se fait agresser va être vue par un médecin légiste également. Et donc, c'était vraiment cette diversité entre des actes techniques. Les autopsies, c'est quelque chose de très technique, mais également de la médecine telle qu'on l'entend plus, avec des examens de personnes vivantes, etc. C'est ça qui m'a vraiment attiré. Et alors, cet aspect aussi, être en contact avec le milieu juridique, avec des juges, avec des policiers. Moi, quand je suis sorti de cette année de médecine, la différence entre un juge et un procureur, je ne savais absolument pas ce que c'était. J'ai pu découvrir tout ça aussi. Et donc, c'était encore une ouverture en plus sur la société. Donc, moi, c'est vraiment cet aspect très diversifié de la médecine légale qui me plaît et qui me passionne. Tu résous des affaires, c'est-à-dire que sans toi, peut-être que certains criminels courraient toujours, certains agresseurs? Je ne résous pas des affaires parce que je ne suis pas tout seul, évidemment. Le médecin légiste, c'est un maillon dans la chaîne qui permet d'arriver à la résolution d'une enquête. Mais c'est vrai qu'il y a certains dossiers, plus que d'autres, qui reposent sur la médecine légale. J'ai encore eu récemment un procès où tous les rapports d'expertise, c'était des rapports de médecine légale. Il n'y avait pas d'autres expertises. Et donc, c'est vrai que dans ce type de dossier, le médecin légiste a un rôle primordial, mais le médecin légiste seul ne va pas servir à grand-chose. Je veux dire, c'est pas comme dans les séries, j'arrive pas avec mon colt à la ceinture pour aller arrêter les brigands, je vais dire. Donc, non, c'est vraiment un maillon dans la chaîne, mais j'aide à la résolution, en tout cas, oui. C'est un métier qui est devenu populaire, notamment via Philippe Boxo, qui s'est fait connaître dans des interviews comme celle-ci. On le voit beaucoup, on le voit partout. Quand on est légiste, on est parfois un peu jaloux de l'aura, de la visibilité d'un confrère, ou bien c'est quelque chose auquel on ne pense pas du tout? Non, absolument pas jaloux. Je pense que toute chose qui permet de faire connaître la médecine légale et de promouvoir la médecine légale en Belgique, c'est intéressant parce qu'on n'est pas assez, on est vraiment très peu nombreux. Et du coup, ce que Philippe fait, eh bien, ça permet de mettre un projecteur sur la médecine légale. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très, très bien. Sans critiquer non plus, c'est quand même un peu paradoxal de parler d'un métier en pénurie. On va essayer d'expliquer ça dans un instant. Et d'avoir quelqu'un qui est devenu une superstar. J'ai quelqu'un qui me disait, on se demande s'il a encore le temps de faire des autopsies entre 2 interviews, finalement. Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question, je pense, mais je ne pense pas que ce soit incompatible. On peut être sous le feu des projecteurs, on peut être dans les médias et continuer à promouvoir le métier qu'on a fait durant toute sa carrière. Il n'est pas en fin de carrière, mais il est plus près de la fin que moi, on va dire. Et du coup, voilà, je pense que ce n'est pas du tout des choses qui sont incompatibles, non. Tu penses que c'est important de faire comme lui, de faire comme ça, donc justement, d'expliquer ce que vous faites, ça fait du bien
votre métier, ça le rend plus populaire et ça peut peut-être servir à casser la pénurie de ce métier? Je pense que c'est très important pour la médecine légale et même de manière plus générale pour la justice. On a parfois l'image d'une justice un peu fermée. Le fait d'expliquer quel est le rôle de chacun des acteurs, d'expliquer en ce qui nous concerne le rôle du médecin légiste, je pense que c'est quelque chose de très bien parce que ça permet d'expliquer comment fonctionne la justice. En ce qui concerne la médecine légale, je pense que c'est intéressant aussi parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de médecins même pensent encore que le médecin légiste ne s'occupe que des morts. Ce n'est pas le cas. Et donc rien que pour ça, c'est intéressant de le lire. Et c'est intéressant parce que ça va peut-être permettre de susciter des vocations. Moi, je vois bien quand je donne les cours de médecine légale, que ce soit à la fac de médecine ou à la fac de criminaux, c'est vraiment une discipline qui attire un peu la curiosité des gens. Plus aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui qu'avant. Je pense que depuis toujours, les gens ont toujours été un peu attirés par les enquêtes, par la mort. Mais les réseaux sociaux mettent vraiment un projecteur et une loupe. Et donc, on a l'impression, je pense que c'est plus important maintenant. Est-ce que tu as l'impression, justement, que vous allez vers moins de pénurie bientôt? Parce que des enquêtes criminelles, il en faut toujours. Vous êtes débordés, m'a-t-on dit, hein, et beaucoup me l'ont dit. Est-ce que tu penses qu'on va vers un mieux ou que ça reste quand même un métier parce que c'est la mort, parce que c'est de la dissection, qui gardera toujours cette image très négative qu'il peut avoir? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, quand on fait des études de médecine, dans la majorité des cas, on va dire que c'est pour sauver des vies, ce n'est pas pour s'occuper des morts, même s'il n'y a pas que ça. Et donc, il y a déjà cet aspect-là qui peut expliquer, je pense, un peu cette pénurie. Un autre aspect, c'est que pendant des années, la justice payait très très mal. C'est mieux maintenant, mais pendant des années, il y avait des retards de paiement extrêmement importants. Maintenant, ça suit, mais voilà, les montants restent ce qu'ils sont. On connaît tous les problèmes budgétaires au niveau de la justice notamment. Et du coup, il y a ces deux aspects qui font que ce n'est peut-être pas une spécialisation qui attire les plus jeunes. Mais maintenant, avec les cours qu'on donne en faculté de médecine, on donne la possibilité aux étudiants de faire des stages. Moi, je vois bien, chaque année, chaque mois, j'ai des demandes de stages d'étudiants en médecine, d'étudiants en criminaux, mais également d'étudiants en secondaire. Et du coup, ils veulent faire des stages en médecine légale. Dans la majorité des cas, j'essaye de dire oui parce que voilà, ça permet de montrer c'est quoi et ce n'est pas un métier morbide, ce n'est pas un métier lugubre du tout. Non, enfin, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Enfin, je veux dire, on voit des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Tout le monde n'est pas nécessairement capable de résister à la violence de certaines images. Quand on ouvre un corps, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. C'est clair qu'on voit des choses qui ne sont pas faciles à voir, mais moi, quand j'arrive sur place, d'abord, je sais sur quoi je vais arriver. Ce n'est pas comme les policiers qui vont ouvrir une porte, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Moi, le procureur m'appelle et il me dit, voilà, c'est une personne qui est pendue, c'est une personne qu'on a retrouvée morte dans son lit. Donc, je sais sur quoi je vais arriver. En plus, quand je vais arriver sur place, les policiers sont présents. Ils ont fait un périmètre d'exclusion judiciaire. Généralement, la famille n'est plus là. Et donc, il n'y a plus toute cette émotion, tout cet affect que la famille, que les proches peuvent évidemment nous transmettre. Et je vais arriver avec des policiers que je connais, avec la police scientifique avec qui je travaille chaque jour. Et du coup, on est là, on parle de tout et de rien, il y a une bonne ambiance, on rigole parfois. Ça permet évidemment d'appréhender les choses avec le recul nécessaire pour pouvoir supporter ce qu'on voit et pour pouvoir travailler de manière objective aussi. Certains vont peut-être vous dire, oui, je comprends parfaitement ce besoin de décompresser, de sortir un peu du stress de l'endroit et de ce qu'on voit, mais certains vont dire, oui, il y a peut-être un petit manque de respect par rapport à la victime ou à la personne qu'on va devoir analyser. Absolument pas, parce que le fait de vivre les choses sereinement, ça n'empêche pas d'avoir le respect pour la personne qui est morte. Mais au moment où je fais l'examen du corps, je ne peux pas voir cette personne comme une personne. Je vois la personne comme un objet d'expertise. Ça permet de rester objectif. Oui. Ça permet de garder une distance qui est tout à fait nécessaire pour faire ce travail. Mais sans vraiment oublier le respect. Et d'ailleurs, ça nous arrive très souvent en tant que médecin légiste, après, de rencontrer les proches, de rencontrer les familles qui sont demandeuses parce qu'elles ont des questions sur la manière dont leur proche est mort, est-ce qu'il a souffert, etc. Et donc, c'est également le rôle du médecin légiste de pouvoir apporter ces réponses aux proches. Ça ne déshumanise pas un peu la chose? J'entends et je comprends parfaitement le mot, mais peut-être que certains qui regardent cette interview vont dire, bon, enfin, un objet, un corps n'est jamais un objet. Tu peux expliquer ça un peu plus en profondeur? Ce terme objet, tu l'utilises justement pour pouvoir prendre de la distance, pour pouvoir mieux faire ton métier ou pour éviter de sombrer dans trop d'émotions?
c'est un objet d'expertise au moment où je fais mon expertise. Avant et après, c'est une personne, c'est un corps avec sa vie, avec son passé, avec son vécu. Mais au moment où je dois faire mon travail, je ne peux pas être influencé par l'histoire, même si elle est horrible, je dois rester totalement neutre. Et Emotional. C'est ça. D'abord, pour l'enquête, parce que je ne peux pas mettre mes émotions dedans, et puis pour moi, parce que si je commence à prendre toute la tristesse de ce qui s'est passé, je vais faire 2 expertises et j'arrête, après je craque. Tu pourrais ne plus être objectif et donc prendre parti pour le corps que tu examines quelque part. C'est ça, il faut absolument éviter ça. L'enquête doit être neutre et donc vu que l'expertise médico-légale, c'est un maillon de l'enquête, elle doit être objective, elle doit être neutre et même si l'histoire est horrible, ça ne doit pas entrer en compte dans l'expertise et il faut juste que je constate des faits objectifs pour pouvoir répondre aux questions du magistrat. Maintenant qu'on a bien compris grâce à toi l'état d'esprit d'un légiste quand il arrive sur les lieux, on va se replonger un tout petit peu dans le passé. Ta carrière stagiaire, je pense, en tout cas une de tes premières interventions, c'est quelque chose qui n'est pas commun et c'est quelque chose dont vous vous souvenez peut-être toutes et tous, le fameux infanticide de Nivelles. Tu es donc au courant que tu vas sur un infanticide dans cette maison. Je rappelle Geneviève Lermite qui a assassiné ses 5 enfants. Tu es au courant très clairement de ce que tu vas voir dans cette maison quand tu arrives sur place. À l'époque, je n'étais pas encore médecin et c'est mon maître de stage qui, lui, est appelé pour aller sur place. Donc moi, je ne vais pas sur les lieux, mais par contre, pendant que lui est sur place, il m'appelle et il me dit, voilà, demain, je vais avoir besoin de ton aide pour des autopsies. Je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé encore. Moi, j'étais à l'hôpital en train de faire mon stage. Et il me dit, demain, je vais avoir besoin de toi pour faire les 5 autopsies. Là, j'étais un peu pris entre 2 feux, je vais dire. Il y avait d'un côté l'horreur de la situation, parce que je découvre alors à ce moment-là ce qui s'est passé. Donc 5 enfants égorgés par leur mère. C'est lui qui t'en parle ou tu le découvres via les médias? C'est lui qui m'en parle et tout de suite après, je vais voir les médias qui commençaient à en parler. Donc il y a voilà, l'horreur de la situation. Mais d'un autre côté, il y avait aussi une certaine excitation parce que j'allais enfin faire de la médecine légale. J'étais encore en stage à ce moment-là, je n'avais pas encore fait de médecine légale à proprement parler. Et donc, j'allais vraiment découvrir ce qu'était la médecine légale. Et donc, quand j'ai été me coucher la veille au soir, j'étais vraiment dans cette ambivalence, dans cette ambiguïté, sans savoir si j'allais supporter ce que j'allais voir. J'avais vu déjà pendant mes études de médecine des corps pour une dissection, mais c'est tout à fait différent de voir 5 personnes, 5 enfants en plus, égorgés. Donc voilà, je ne savais pas si j'allais supporter ça. Mais d'un autre côté, je voulais absolument y aller parce que je dis, voilà, je vais essayer en tout cas de faire le métier que j'ai envie de faire. Et quand je suis entré dans cette salle d'autopsie, tout ça a disparu. Je ne me suis même pas posé la question une seule seconde si j'allais supporter, parce que j'arrive sur place, il y avait le médecin légiste qui était là, il y avait les enquêteurs, il y avait le juge d'instruction qui parlait de l'affaire, mais qui parlait d'autres choses également. Et donc là, je découvre déjà que malgré que les faits soient horribles, il n'y a pas une ambiance lourde en salle d'autopsie. On est là pour travailler et donc moi je commence à faire ma première autopsie, évidemment en étant concentré tout ce que je peux être parce que c'est la première fois, il y a plein de gens autour donc il faut que je fasse les Tu arrives tout de suite bien. à mettre cette distance, tu es jeune, ce sont des enfants, tu l'as dit, ça ajoute au caractère dramatique de la situation. Tu arrives à, et je reprends ton expression, fermer les écoutilles et à voir ces corps comme des objets, tout de suite. Oui, tout de suite parce que ça, à mon avis, c'est un peu dans ma personnalité. J'ai envie de bien faire, j'ai envie de plaire à mon maître de stage parce que je vais faire ma carrière avec lui après. Et du coup, je ne me pose plus la question à ce moment-là de savoir si je vais supporter ou pas. La seule chose à laquelle je pense, c'est bien faire mon travail à ce moment-là. Et du coup, je le fais sans aucun problème. Et ce qui m'a marqué, c'est les suites parce qu'évidemment, quand on a fini la journée, c'est le stagiaire qui fait le petit travail, on va dire, entre guillemets. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir... Le petit travail, c'est rédiger les rapports Non, c'est refermer les corps. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul, parce que tout le monde était parti. Je me retrouve seul dans cette salle d'autopsie lugubre à l'époque, parce que c'était une vieille salle, et avec les 5 corps devant moi, à devoir les recoudre les uns après les autres. Et donc, c'est ça qui m'a marqué plus, c'est ce contraste entre toute l'activité qu'il y a eu pendant une journée, et puis après, ce silence, cette quiétude, avec moi tout seul en train de recoudre les corps les uns après les autres. Est-ce qu'à ce moment-là, tu craques? Est-ce qu'à ce moment-là, on laisse un peu échapper la pression, on laisse échapper quelques larmes éventuellement? Tu es tout seul face à ces 5 corps, oui. Qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, non, je craque pas.
Je suis content de ce que j'ai fait. J'ai réussi à tenir le coup et donc je me dis, c'est bon, la médecine légale est faite pour moi. Quand j'ai vu cette activité, quand j'ai vu ce silence après, quand j'ai vu que je pouvais supporter la vision de ces corps, que je pouvais supporter ce contraste, que je me suis dit, allez, il n'y a aucun problème, je vais y arriver. Évidemment, derrière, il y a un procès. Oui. Est-ce que tu suis ce procès en particulier parce que tu as vécu cette autopsie, tu as fait le petit travail derrière? Est-ce que tu t'es senti proche de l'affaire ou est-ce que tu as mis de la distance et que tu ne voulais plus rien savoir derrière? Plus que le procès, vu que c'était ma première affaire, je me suis évidemment complètement noyé dans cette affaire. J'ai suivi l'enquête, j'ai suivi le procès. Donc oui, je me suis vraiment noyé dedans, mais toujours avec la distance. Je ne me sentais pas personnellement impliqué, absolument pas. Mais voilà, c'est un dossier qui avait une ampleur telle que les gens s'y intéressaient. Et moi, vu que j'étais intervenu dedans, j'avais une raison de plus de m'y intéresser. Tu as vu le verdict. Tu sais qu'aujourd'hui, Geneviève Lhermitte n'est plus de ce monde. Elle a demandé l'euthanasie, ses souffrances psychologiques étant devenues trop difficiles. C'est d'ailleurs expliqué dans un documentaire consacré à l'affaire. Ça te touche d'avoir appris cette issue ou non, c'était là, cette fois-ci, définitivement rangé dans un coin de ton esprit, ça n'existait plus? Ça ne me touche pas personnellement parce que je ne la connaissais pas, cette dame. Donc elle a eu la vie qu'elle a eue, qui est certainement très triste, à tout point de vue. Mais ça ne me touche pas le fait qu'elle ait choisi cette fin-là, parce que c'est son choix à elle, c'est son choix personnel, c'est ce qu'elle voulait, et donc je le respecte, je n'ai pas plus d'affect par rapport à ça. Est-ce que tu en veux alors aux auteurs de certaines agressions, de certains crimes, en te disant ça c'est juste pas acceptable pour moi en tant qu'homme? En l'occurrence ici, une mère de famille, et peu importe les raisons, une mère de famille qui assassine ses 5 enfants, j'entends le côté très pro, très neutre du travail, mais l'homme, l'être humain, il doit avoir une colère en lui. Est-ce que tu arrives à la contenir ou pas? Clairement, je trouve qu'il y a des choses qui me mettent hors de moi. Il y a des agressions que je trouve abjectes. Les agressions sans raison, des personnes qui se promènent en rue, qui se font agresser, juste parce qu'elles sont là, au mauvais endroit, au mauvais moment. On en voit de plus en plus, je ne sais pas s'il y a plus de cas, mais en tout cas, la violence des faits est plus importante. Il y a quelques années, c'était surtout des bagarres à main nue qu'on avait. Maintenant, on voit qu'on utilise des armes de manière beaucoup plus fréquente. Avant, si on se base, on va dire qu'il y a beaucoup de fusillades maintenant à Bruxelles dans le milieu du trafic de drogue. Maintenant, on voit les cas pour des dettes, entre guillemets, de 20 €. Les gens se font abattre. Donc je pense que la violence est beaucoup plus présente dans notre société. Évidemment, quand c'est des cas dans lesquels j'interviens, je ne me prononce pas sur cet aspect de la violence, sur en tout cas ce que moi je ressens par rapport à cette violence. Mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, je trouve qu'il y a des choses qui sont inacceptables, qui sont choquantes. Tout ce qui concerne les crimes de haine, ça me met hors de moi, oui. Et tu as l'impression que c'est plus dur à Bruxelles qu'ailleurs, que c'est plus calme, je dirais, en province? C'est difficile à dire parce qu'évidemment, moi je travaille sur Bruxelles et sur le Brabant wallon, donc je n'ai pas non plus l'expérience de tout le pays. Il y a plus de cas à Bruxelles, mais parce qu'il y a plus de monde aussi. Donc tout ça se tient évidemment. Donc je ne suis pas sûr que Bruxelles soit beaucoup plus criminogène qu'ailleurs. Je me promène à Bruxelles, je n'ai pas peur quand je suis en rue. Mais après, oui, on peut se faire agresser comme dans toute grande ville. Est-ce que, tu parles de Bruxelles, est-ce que certains de tes confrères qui seraient ailleurs, travailleraient ailleurs, constatent cette même hausse de la violence? Parce qu'elle est sociétale, cette hausse-là. Tu dis avant c'était des bagarres à main nue, maintenant on utilise de plus en plus d'armes. Et sans vouloir évidemment jeter le feu sur la capitale, est-ce que tu as l'impression que là c'est quand même très particulier, c'est très propre à Bruxelles? Tes confrères de province, ils disent quoi? On a tous le même constat. Je pense que la violence est plus importante dans notre société actuellement, que lorsqu'il y a des bagarres, les bagarres vont être beaucoup plus violentes qu'avant. On va se battre plus facilement qu'avant aussi, j'ai l'impression en tout cas. Par rapport à l'utilisation d'armes, voilà, les armes à Bruxelles sont surtout utilisées, en tout cas les armes à feu sont surtout utilisées dans le milieu de la drogue, qui est peut-être plus présent à Bruxelles qu'ailleurs dans le pays. En tout cas, on en parle plus pour l'instant à Bruxelles. Tu vois plus de blessures avec des armes lourdes, parce qu'on dit aussi que cette criminalité-là, elle a augmenté et que les moyens utilisés deviennent absolument hallucinants. Clairement. On parle d'armes de guerre maintenant.
C'est exactement ça. Avant, quand on avait des tirs par arme à feu, c'était avec des armes plus communes, je vais dire des carabines, avec des armes de poing. Maintenant, c'est vrai que les tirs par Kalachnikov, les lésions balistiques sur le corps par des armes de guerre, sont beaucoup plus fréquentes. Et on travaille souvent avec des experts en balistique qui ont le même constat, évidemment. Je voulais savoir, parce que tu as parlé de neutralité, c'est important aussi d'y revenir un tout petit peu. Tu sais sur quoi tu interviens, mais tu ne sais pas sur qui tu interviens. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver quelque part et de découvrir que tu connaissais l'identité de la victime directement ou indirectement ? Ça m'est déjà arrivé de faire des examens sur des personnes que je connais de près ou de loin. Pour revenir là-dessus, quand il y a eu les attentats à Bruxelles, donc moi je suis intervenu dans le métro et c'était à peu près ma seule crainte quand j'ai été requis, je savais que j'allais me rendre dans le métro, c'était de me dire et quid si je tombe sur une personne que je connais, parce que je savais sur quoi j'allais, mais évidemment les victimes on ne les connaissait pas. Habitant à Bruxelles depuis près de 20 ans, il y avait quand même une probabilité, surtout dans le métro qui est très fréquenté, que je puisse tomber sur une personne que je connaissais. Donc ça a été ma seule crainte à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas. Mais dans d'autres situations, j'ai déjà dû intervenir pour des personnes que je connaissais plus ou moins. Mais là, quand on m'a donné le nom, je savais. Et du coup, j'ai eu le temps de me préparer. Ça ne m'a pas poser de problème particulier. Tu te prépares, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la déontologie ne commande pas nécessairement qu'on se désiste, parce que tu dois garder de la neutralité, et tu l'as dit, elle est fondamentale dans ton métier. Est-ce qu'on peut encore être neutre quand justement on connaît l'identité de la victime ? Et que donc on n'aurait pas intérêt peut-être à faire un pas de côté et à désigner plutôt un confrère ? C'est en effet une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, à laquelle seul moi peux répondre. Mais comme j'aime bien dire, ça fait rire la principale intéressée d'ailleurs, c'est que je pense que je pourrais autopsier ma propre mère, mais je ne sais pas si déontologiquement c'est possible. Mais oui, j'ai déjà autopsié des gens que je connaissais. Ça ne m'a posé aucun problème au niveau de la neutralité. J'ai vraiment réussi à faire la part des choses. C'est une phrase importante que tu viens de prononcer. Je pourrais autopsier ma propre mère, parce que ça t'aiderait plus facilement à faire le deuil que si c'était un autre médecin légiste qui un jour devait le faire. Je ne pense pas que ce soit une question de faire le deuil, et ce que je vais dire est certainement un peu prétentieux, mais je me dirais au moins ce serait bien fait, ou en tout cas ce serait fait comme j'ai envie que ce soit fait. Donc c'est plutôt pour ça que je dis que voilà, je pourrais faire l'autopsie de ma propre mère, mais il y a une personne que j'ai autopsiée, que j'appréciais beaucoup, c'est la chanteuse Morane. Quand j'avais 7-8 ans, c'est la première personne que j'ai vue sur scène avec mes parents à l'époque. Je sais pas, j'ai tout de suite accroché. Je l'ai suivie après pendant toute sa carrière. Et quand elle est décédée, j'avais vu la veille en concert. Elle était revenue sur scène après quelques mois d'absence. Et donc, je la vois sur scène. Et le lendemain, quand je me réveille, ben voilà, ma collègue me dit qu'elle a dû intervenir durant la nuit sur le décès de Morane. Et elle me dit que voilà, il y a une autopsie à faire. Là, je me suis vraiment posé la question, parce que j'étais vraiment très très triste et d'un autre côté, j'avais pas envie que ce soit une autre personne qui fasse cette autopsie pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer, parce qu'au moins comme ça, je suis sûr que ce serait fait comme j'avais envie que ce soit fait et surtout avec le respect qui lui était dû à mon sens. Et tu marques une petite hésitation et on l'a bien compris. Est-ce que tu as déjà refusé certaines autopsies ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours autopsié les corps que je devais autopsier. J'ai toujours examiné les personnes que je devais examiner. Tu pourrais refuser ? Je pourrais refuser, oui, sans problème. Si on a des motifs, on peut refuser. Je suis là depuis quelques années quand même, donc je connais bien les magistrats avec qui je travaille. Donc si j'avais un problème, je peux très bien leur dire, et on est 3 médecins légistes à Bruxelles, il y a moyen de requérir un autre médecin légiste ou même en dehors de Bruxelles. Donc
voilà, il n'y aurait aucun problème, je pourrais refuser si je ne me sens pas capable de le faire pour des raisons personnelles. Oui. Tu as cité quand même quelques affaires très connues, quelques autopsies importantes que tu as eu à réaliser. Donc on a parlé de l'infanticide de Nivelles, on a parlé des attentats de Bruxelles, tu as parlé de ta proximité, je dirais, culturelle, artistique, ou en tout cas en tant que fan avec Morane. Est-ce qu'il y a d'autres affaires qui t'ont marqué, d'autres affaires célèbres qui ont un retentissement dans les médias? Oui, il y a pas mal d'affaires qui m'ont marqué, des affaires qui ont un retentissement dans les médias, oui et non. Moi, je me souviens d'un cas dont on a parlé dans les médias, qui est la Jacqueline Sauvage belge. Donc, c'est cette dame en France qui avait été condamnée pour avoir tué son mari alors qu'elle était victime de violences. Et on a eu une histoire à peu près similaire en Belgique. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce dossier-là, c'est la reconstitution des faits. Donc, quand il y a une enquête judiciaire, généralement, à la fin de l'enquête, on fait une reconstitution où le suspect, la personne qui est inculpée, va reproduire les gestes commis le jour des faits et on va voir si ce que la personne raconte est compatible avec les constatations médico-légales. Ici, le juge d'instruction avait pris la décision de faire la reconstitution très très tôt. On a fait la reconstitution 1 semaine après les faits. Et je pense que c'était vraiment une bonne idée parce que la personne qui avait commis les faits, elle a été jugée, donc maintenant je peux dire qu'elle avait commis les faits, était encore vraiment dans l'état d'esprit qu'elle avait au moment des faits. Et donc une des questions qu'on se posait, c'était, vu la violence des faits, on avait du mal à croire que ce petit bout de femme avait pu faire ça elle-même. Et quand on a vu, lors de la reconstitution des faits, la violence, l'énergie qu'elle a déployée, parce qu'elle était encore dedans, on voit bien, elle a refermé les yeux lorsque, donc il y a un mannequin qui représente le corps de la victime, et elle était sur ce mannequin en train de porter les coups qu'elle avait portés 1 semaine auparavant. Et vu que la reconstitution s'est faite très très tôt, elle était encore dans cet état d'esprit qu'à la fin de la reconstitution, on s'est dit, ben voilà, il n'y a aucun doute, elle a pu faire ça elle-même. Et donc, cette affaire m'a particulièrement marqué parce que généralement, les reconstitutions arrivent en fin de course, parfois des mois, des années après. Donc, les gens ont pu oublier, ils ont pris connaissance des différents rapports d'expertise. Donc, s'ils veulent, ils peuvent agencer leurs réponses en fonction de ce qu'il y a dans les rapports. Ici, ce n'était pas le cas du tout, c'était vraiment une reconstitution brute. Est-ce que, à contrario, tu as déjà constaté qu'on était, dans des reconstitutions comme celle-là, face à quelqu'un de totalement innocent, donc on s'apprêtait à commettre une erreur judiciaire? C'est déjà arrivé, ça? Ou ton coup d'œil, justement, a peut-être pu l'aider? Non, ça n'est jamais arrivé. Généralement, comme je disais, les reconstitutions, elles arrivent vraiment en fin de course et donc souvent, on a déjà pas mal d'éléments de culpabilité. Encore une fois, ce n'est pas moi qui dois me prononcer là-dessus. Je dis ici, les déclarations de l'inculpé sont compatibles avec les lésions telles que je les ai observées, mais la seule personne qui va se prononcer sur la culpabilité, c'est le juge ou les jurés en cas de procès aux assises. Il y a un cas où j'étais intervenu, une jeune fille de 17-18 ans qui était accusée d'avoir tué son petit frère de 5 ans. Et ce procès a été aux assises. Et lors du procès d'assises, il y a eu des rebondissements à ce moment-là. Et au final, la jeune fille a été acquittée au bénéfice du doute. Ce n'était pas du tout ce qui ressortait de mes rapports d'expertise, mais vu la manière dont le procès s'est tenu et vu les nouveaux éléments qui sont apparus lors du procès, il y avait un doute. Et à partir du moment où il y a un doute, même si ce n'est pas ce que je pensais, c'est tout à fait normal qu'elle soit acquittée. Et donc oui, je peux avoir une opinion dans les rapports d'expertise, ce n'est qu'un avis. Et donc ce n'est pas parce que c'est écrit dans mon rapport d'expertise que c'est la vérité absolue. Tu as beaucoup d'autopsies à réaliser par semaine? Évidemment, on dépend un peu de l'activité criminalistique extérieure, on va dire. Donc, il y a des semaines où on a 1-2 autopsies sur la semaine, il y a des semaines où on en a 1 ou 2 par jour. Donc, c'est extrêmement variable. En moyenne, à Bruxelles, on a entre 150 et 200 autopsies par an. Et ta semaine la plus chargée, par exemple, tu as un souvenir d'une semaine où là, vraiment, tu t'es dit, là, j'en peux plus? Oui, j'ai eu une semaine, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en fin d'année 2024. En moyenne, quand on a une semaine chargée, on a
une dizaine d'affaires par semaine. Là, j'ai eu 21 décès sur la semaine, donc j'ai dû aller 21 fois sur les lieux pendant une semaine. Ça ne m'était jamais arrivé. C'était quasiment du non-stop. Donc je rentrais chez moi, on me rappelait. Donc c'était assez... Qu'est-ce qui explique ça? On a une idée, non? Le hasard. Souvent, on pose la question de savoir s'il y a des périodes où on a plus de décès. On parle souvent des fêtes avec plus de suicides, etc. Moi, dans ma pratique, je n'ai pas remarqué qu'il y avait des périodes où on a plus de cas que d'autres. Ici, cette semaine-là, c'était début novembre 2024, donc il n'y avait pas de fête particulière, mais j'ai eu 21 décès et des grosses affaires avec plusieurs homicides, etc. On parle souvent, et tu le sais en Belgique, pour établir justement les critères, notamment liés à la pension, on parle de cette fameuse liste qui n'existe toujours pas, des métiers pénibles. Est-ce que tu dirais que ton métier, physiquement, psychologiquement, ou les deux, est un métier pénible? Je pense que oui, on peut dire que c'est un métier pénible, même si moi, je suis tellement passionné par la médecine légale que ça ne me paraît pas pénible. Mais physiquement, c'est lourd. Faire une autopsie, c'est quelque chose de fatigant. En faire 3 ou 4 sur une journée, je peux te dire qu'à la fin de la journée, on n'a envie que d'une chose, c'est de dormir. Donc c'est lourd. Psychologiquement, oui, ça peut évidemment être quelque chose de pénible. On ne voit que le côté sombre, je vais dire, de l'humanité. Moi, ma personnalité fait que j'arrive à prendre le recul sans aucune difficulté, mais je ne pense pas que ce soit un métier qui soit donné à tout le monde. Souvent, comme j'aime bien dire, on ne fait pas la médecine légale parce qu'on a raté le concours de dermatologie. On fait la médecine légale parce qu'on sait qu'on va supporter ce qu'on voit, parce qu'on a le caractère qui fait qu'on peut prendre le recul, on peut faire abstraction de cette horreur qu'on voit. Mais tu dois avoir besoin d'un peu de décompression, alors que ce soit après 4 autopsies en une journée ou que ce soit après ta fameuse semaine de 21 autopsies en 7 jours, tu décompresses comment, toi? Quand j'ai commencé mes études de médecine et quand j'ai commencé les stages et donc avec les gardes, je me suis juré dès le début de dire que je continuerai à avoir une vie sociale quoi qu'il arrive. Parce qu'on peut se dire, les études de médecine, ça prend du temps, c'est vrai. Le métier de médecin, ça prend du temps, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter d'avoir une vie sociale. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que ces personnes qui ont leur métier et qui, en dehors de leur métier, n'ont rien d'autre. Et ça, je voulais absolument pas que ça m'arrive. Je continue à sortir quand je suis de garde. Je vois mes amis, ils sont habitués à ce que je me lève au milieu du restaurant et que je parte et que je les rejoigne 1 ou 2 heures après. Un petit doggy bag, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, à côté de ça aussi, j'ai une autre passion, c'est que je fais du drag aussi. Et du coup... Drag queen. Drag queen, oui, c'est ça. Et donc, environ une fois par mois, je me produis dans un cabaret à Bruxelles. Et donc, ça permet aussi d'avoir autre chose. Et c'est pas du tout un exutoire. Je fais pas ça parce que je vois des choses horribles et du coup, je dois me vider la tête. Est-ce que tu en parles parce que ça te fait du bien et que tout le monde comprend que ça te fait du bien? Est-ce qu'on te pose des questions? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une vraie pudeur et personne n'ose te poser des questions et toi, tu gardes tout ça pour toi? Non. Évidemment, on m'en parle. Dès que je dis à une personne que je suis médecin légiste, on me pose plein de questions sur la médecine légale, un peu comme toi. Oui, parce que moi, j'y connais que dalle. Mais donc, non, c'est quelque chose qui attire les gens. Et donc, on pose beaucoup de questions. Je réponds volontiers aux questions dans les limites de ce que je peux dire, évidemment, parce qu'il y a quand même un secret médical, un secret de l'instruction. Mais oui, je réponds aux questions. Mais ça, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais ceux qui te connaissent, ils font quoi? Ils te posent aussi des questions ou ils se disent non, là, on doit lui foutre la paix parce qu'il a peut-être justement besoin de décompresser? Ou tu leur as peut-être dit, ne me posez pas de questions parce que là, je ne veux pas parler de ça. Non, j'ai pas mis de consigne. Oui, spontanément, moi, ça m'arrive aussi. Parfois, je leur dirai, j'ai eu un cas aujourd'hui et donc j'explique vaguement. Voilà, moi, je le parle uniquement parce que c'est mon métier et comme n'importe qui, je parle de mon boulot à mes amis. Voilà. Je me saisis d'un bouquin d'ailleurs que tu as écrit puisque tu as parlé un tout petit peu, et c'est pas le cœur de l'interview, on est bien d'accord, mais tu as parlé de cette manière d'extérioriser en allant sur scène, performer, je crois comme on dit en tant que drag queen. Ça s'appelle Dr Queen, le médecin légiste pas comme les autres. On y trouve là-dedans finalement un double récit, celui des autopsies et puis également celui de ta vie de drague sur scène. Et on comprend mieux à travers tout ça qu'il y a 2 vies, une très sérieuse, très dure. Là encore, est-ce que c'est une manière d'extérioriser et là de raconter des choses et de pouvoir un petit peu te libérer d'un certain poids pour le partager avec d'autres? C'est pas moi qui ai eu l'idée de ce livre, c'est un juge à Bruxelles, Denis Gouman,
qui m'a approché en disant, il trouvait que j'avais une personnalité particulière parce qu'il connaissait mes deux aspects, on va dire. Et donc, il s'est dit, ce serait bien d'expliquer ça, de faire un livre sur ça. Ce qui m'a plu là-dedans, c'était qu'il y avait deux messages que j'avais envie de passer. D'abord, c'est que dans le projet qu'il m'a présenté, c'était vraiment d'expliquer quel est le rôle du médecin légiste dans l'enquête, et donc vraiment dire que le médecin légiste n'est pas le justicier qui va sauver le monde comme on peut voir dans certaines séries, loin de là. Et l'autre message, c'était on peut avoir un métier sérieux et à côté de ça, être qui on est, qui on a envie d'être et surtout avoir une vie telle qu'on a envie de l'avoir à côté. Dans mon expérience, j'ai jamais eu aucun problème et il n'y a rien de secret. Tout le monde est au courant de ce deuxième aspect de ma vie. Oui, et rien de secret sur ta vie privée non plus. Tu le dis toi-même, tu as eu une enfance qui a été marquée par je dirais une certaine forme de violence, voire de violence tout court, diront certains. On peut interpréter ça de toutes les manières qu'on veut. Ça a guidé ton choix d'aller vers cette carrière-là ? Une violence tout court, il n'y a pas eu vraiment de violence dans ma vie. Mon père était alcoolique, donc c'est en effet une certaine forme de violence, mais il n'a jamais été violent physiquement. C'est une expérience qui est un peu violente à vivre quand on a 7-8 ans, mais il n'y a jamais eu de violence physique de sa part. Ça, c'est quand même important à dire. Et donc, je ne pense pas que ça ait orienté mon choix de carrière. On ne peut pas se suicider, hein. Oui, c'est ça. On y fait aussi référence clairement. Là non plus, ça ne joue aucun rôle. Il s'est suicidé quand j'étais déjà en médecine légale, donc mon choix était fait déjà avant. Donc non, ça n'a pas joué de rôle particulier, ça a certainement fait ma personnalité. Ça m'a peut-être permis d'avoir cette capacité à prendre un certain recul par rapport aux choses qui ne sont pas fun et qui ne sont pas très drôles. On le sent énormément ce détachement, c'est très très fort, je trouve, comme propos. Je ne suis pas sûr que moi je pourrais avoir ce même détachement. Et je t'expliquerai peut-être pourquoi dans un instant, pour que je te parle aussi un petit peu de ma vision de ce qu'est la mort, et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de gens. Je ramène ça à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis que tu aurais pu autopsier ta maman. Est-ce que c'était pareil avec ton père ? Est-ce que tu aurais eu envie de ça ? Je me souviens, moi j'étais en vacances quand ma mère m'a appelé en me disant que voilà ce qui s'était passé. Et je lui ai tout de suite dit, s'il faut, moi je veux bien essayer de prendre le dossier. Donc j'aurais pu le faire, ça n'a pas été nécessaire. Mais oui, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Parce que peut-être je suis curieux de nature aussi, j'aurais voulu voir un peu les choses, exactement comment ça s'est passé, et voilà. Mais... Tu as dit que l'État payait mieux qu'avant, ça nous amène à parler un tout petit peu d'argent. Oui. C'est bien payé, médecin légiste ? Je ne vais pas me plaindre, pour dire les choses clairement. Moi, j'ai mon salaire fixe qui tombe chaque mois. Mais il y a des médecins légistes qui sont indépendants. Et donc, eux, ils sont payés parce que la justice paye. Donc, aller sur place pour examiner un corps frais, parce que si le corps est putréfié, on gagne un peu mieux. Donc, un corps frais, ça va être facturé plus ou moins entre 170 et 200 euros. On se rend compte qu'avec 200 euros bruts, il faut déjà en faire beaucoup pour pouvoir avoir suffisamment de moyens pour vivre et pour former des gens. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que la justice paye peu, mais par rapport à il y a quelques années, elle paye en temps et en heure maintenant, ce qui est déjà beaucoup, parce que parfois on avait des retards de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'est impressionnant. Je voulais qu'on parle évidemment de ce qui est au cœur de ton métier et qui est la mort. J'ai eu l'occasion de faire il y a quelques années, en tant que journaliste, un reportage sur le don d'organes, et on m'a emmené dans une salle avec plein de tiroirs, hein, un peu comme on voit dans les séries. Et pour quelqu'un comme moi, qui a un peu peur de la mort, j'ai toujours du mal à me dire, est-ce qu'il y a vraiment rien après ? Comme je l'entends beaucoup autour de moi, et que beaucoup d'amis m'ont dit, si tu interroges un jour un légiste ou en tout cas un médecin, il faut vraiment poser cette question. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne sent vraiment plus rien du tout ? Moi, je dirais que je suis scientifique, moi, je suis très terre à terre. Tout ce qu'on ne peut pas prouver, pour moi, n'existe pas. Ça, c'est ma conception de la vie. J'ai envie de dire, à partir du moment où j'ai le cerveau de la personne dans la main et que le corps est 1 mètre plus loin, non, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de sensation. Une fois qu'on est mort, on est mort. Oui, on est mort, d'accord. Là, tu parles du cas où le cerveau est à 1 mètre de la tête. Mais à partir du moment où tout est encore en une pièce, pour le dire comme ça, comment est-ce qu'on peut être bien certain ? Parce que j'arrête pas de lire partout qu'on n'a pas encore étudié tout le cerveau humain. Qu'est-ce qui prouve scientifiquement aujourd'hui qu'une fois que le cerveau est à l'arrêt, cliniquement mort, il n'y a quand même pas encore 2-3 petits trucs qui font qu'on ressent quelque chose ?
le prouver, là, tout de suite, maintenant, je n'arriverai pas à le prouver, évidemment. Je pense qu'on peut se poser la question, d'ailleurs, la question se pose éventuellement pour des personnes qui sont en coma profond, parce que le cerveau fonctionne encore. À partir du moment où la mort est présente, pour moi, on ne ressent plus rien. Si un jour tu dois m'autopsier, je vais te demander de vérifier 2-3 fois quand même. Hein, oui, mais en général, ce n'est pas moi qui fais le diagnostic, hein, moi j'arrive après. Hein. Oui, d'accord, enfin, tu leur demanderas de vérifier de ma part, tu seras gentil. Est-ce que ça existe, une belle autopsie? Ça existe, mais je vais me faire foudroyer en disant ça. Vas-y. Mais l'autopsie d'un enfant, c'est plus beau d'un point de vue purement anatomique. Après, il y a tout le contexte autour qui fait que c'est évidemment pas une belle autopsie. Mais si on se réduit à l'aspect purement anatomique, c'est plus facile dans ce contexte-là qu'une autopsie d'un adulte obèse. Forcément, là, ça va être beaucoup plus difficile. Avec des organes abîmés. Avec des organes abîmés, avec une couche de graisse importante autour de chaque organe. Et donc, ça peut être difficile de bien visualiser l'organe, de visualiser les vaisseaux sanguins, etc. Mais voilà, c'est vraiment si on se réduit à l'aspect purement anatomique des choses. Oui, on a bien compris, en rien, on est bien d'accord, parce que parfois, sur les réseaux sociaux, les gens vont se mettre à interpréter tout et n'importe quoi. On sait bien, en rien, tu ne trouves ça plus amusant d'autopsier un enfant. Tu en as parlé, notamment, et de la difficulté, tu as bien insisté sur le fait que c'était plus dur dans le cas de l'infanticide de Nivelles, notamment, on veut que les choses soient très claires pour ne pas que les gens se méprennent là-dessus, et tu as vraiment bien fait de mettre les nuances. Question par rapport à ce métier, et on va clôturer tout doucement, c'est un métier, tu l'as dit, en pénurie, c'est un métier où on paye mieux, ce qui évidemment n'est pas anodin, c'est un métier difficile. Quel message tu aurais à apporter aux jeunes qui hésitent peut-être encore un peu à aller vers cette formation pour lui dire écoutez, venez parce que c'est plus enrichissant que ce qu'on ne pense? Moi, le message que j'aime bien dire quand je parle de la médecine légale, c'est vraiment, c'est un métier complet, c'est un métier très diversifié. C'est un métier où on n'est pas derrière un bureau du matin au soir. Pendant mes semaines de garde, je ne sais jamais à quelle sauce je vais être mangé. Je sais, parfois on a l'habitude de dire je sais à quelle heure je me lève, jamais à quelle heure je me couche. Là, je ne sais même pas à quelle heure je vais me lever, ni si je vais voir mon lit. Voilà, c'est pendant uniquement les périodes de garde. En dehors des périodes de garde, on a un horaire de bureau classique. Donc ça, on peut agencer son temps comme on veut. Mais c'est vrai que pendant les périodes de garde, comme n'importe quel médecin en fait, pendant les périodes de garde, on peut être appelé jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, c'est lourd parce qu'on n'est pas nombreux, donc il y a beaucoup de travail. Mais en même temps, c'est tellement passionnant, c'est tellement enrichissant. On a des contacts avec des gens tellement différents, que ce soit les magistrats, les policiers, d'autres médecins, avec les victimes vivantes qu'on doit examiner, qui apportent également quelque chose. Parce que, quand je disais tout à l'heure que c'est facile de prendre du recul, en tout cas pour moi, quand on est face à un mort. Ça peut être plus difficile quand on est face à une personne vivante qui, elle, par contre, va nous expliquer les faits avec ses émotions, avec son affect, en pleurant parfois. Et donc là, ça peut être plus difficile de prendre du recul. Mais c'est enrichissant aussi d'avoir ce contact avec des personnes qui vont nous raconter leurs souffrances. Est-ce que ton métier permet de mieux comprendre la mort ? Comprendre la mort, comprendre la manière dont on arrive à la mort, oui. Comprendre ce qu'il y a après la mort, tu auras compris que pour moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose après la mort. Tu n'auras pas peur? Peur de la mort, non. On va tous mourir. Peur de la souffrance, oui. Mais de la mort, non. Parce que ça, il n'y a pas le choix. On doit y aller. On me pose souvent la question de savoir si ça a changé, la médecine légale, mon aspect de la mort. Mais absolument pas. Ça a changé mon aspect de la vie, par contre. Je sais que dans une heure, tout peut être fini. Et du coup, je profite de tout. Je profite de chaque minute, chaque jour, chaque heure de la vie parce que, de par mon métier, je sais que ça peut s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. Donc, autant profiter de tout ce qu'on a devant nous. J'espère que tu as profité de cet entretien. Très bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Grégory, nous avoir éclairé sur plein d'aspects d'un métier très très méconnu. Et à très bientôt, j'espère. Ou non, en fait, le plus tard possible. Oui, c'est ça. Il vaut mieux dire ça avec moi. Salut, à bientôt. Salut, hein.